Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Yoga Renaissance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque j'ai eu la chance d'interviewer le célèbre Théo Duverger, coach et conférencier spécialiste du burn-out qui a bien voulu se prêter à l'exercice de l'interview. À cause d'un petit problème technique, malheureusement, vous n'aurez pas accès à l'image, mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Je vous laisse tout de suite avec son interview où on parle de burn-out et surtout de comment venir en aide à une personne qui souffre d'épuisement professionnel. C'est parti, ça commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir cette fois-ci Théo Duverger qui est donc conférencier professionnel, spécialiste du burn-out grâce à sa chaîne YouTube. C'est par là que je t'ai rencontré, enfin que je t'ai connu, et qui se décrit comme coach et éternel optimiste. Donc c'est plutôt pas mal quand on parle du burn-out. Donc Théo, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, que fais-tu dans la vie? Avec plaisir. Bonjour Marlène, bonjour à tous. Théo Duverger, je suis papa d'une petite fille, c'est ce qui fait mon bonheur. Je suis un ancien vétérinaire qui s'est reconverti il y a un peu plus d'une dizaine d'années dans l'accompagnement des personnes, des dirigeants d'entreprise, et puis j'ai refocalisé mon activité sur le burn-out, effectivement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour combattre ce fléau. Tout à fait, on est bien d'accord. Donc si j'ai bien compris, toi tu n'as pas vécu de burn-out toi-même, mais tu as été, comme on pourrait dire, une victime collatérale. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience par rapport au burn-out? Alors si, moi j'ai fait un premier épisode, si tu veux, de burn-out. Et à cette époque-là, j'étais en connexion assez importante avec une amie, Veto elle aussi, avec qui j'avais fait mes études, qui vivait la même chose que moi. Donc on échangeait parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait se comprendre. Tu vois, son mari avait du mal à comprendre ce qui se passait. Moi de mon côté, pareil, j'avais du mal à en parler à d'autres personnes. Mais elle, on se comprenait pas mal. Et puis j'ai eu la chance de m'en remettre progressivement. Et un jour, je reçois un coup de téléphone du mari de cette amie qui me dit qu'elle a fait non seulement une rechute, mais qu'elle est partie se foutre en l'air. Elle est partie à la clinique vétérinaire, en fait. Et au lieu d'utiliser le produit pour euthanasier les animaux, donc des barbituriques sur les animaux, elle l'a retourné contre elle-même. Et donc, un choc assez violent, si tu veux, à ce moment-là, suite à l'annonce. Je me suis vraiment dit à ce moment-là que ça pouvait pas durer, quoi. Tu vois, elle était maman de deux petites filles. Moi, je suis papa, c'est super important pour moi. Je me dis, mais attends, c'est en train de foutre en l'air des vies, quoi. On pense que le burn-out, c'est entre guillemets une maladie de riche voire même une maladie de fainéant. On se met un petit peu en burn-out pour un oui, pour un non. Mais on se rend pas compte des dégâts que ça peut créer. Tu vois, deux gamines qui sont orphelines, des couples qui volent en éclats, des gens qui se retrouvent à la rue parce qu'ils sombrent complètement dans la solitude et à un moment donné dans un désarroi complet. Donc, il y a des choses à faire. Ah oui, bah c'est sûr que ça impacte vraiment toute ta vie. Enfin, ça n'impacte pas que ta vie professionnelle, quoi. Ça impacte toutes les sphères de ta vie, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, suite à ça, tu t'es senti appelé par une mission de vie. Comment ça s'est passé en fait, ton cheminement? Parce que je suppose que t'as pas tout claqué, enfin ta vie professionnelle du jour au lendemain. Comment ton cheminement ça s'est passé un petit peu? Comment t'as trouvé cette nouvelle mission de vie, si on peut appeler ça comme ça? Ouais, c'est exactement ça en fait. Je dis toujours, ce coup de téléphone que j'ai reçu, il a été à double impact. Premier impact, évidemment, tu pleures tout ce que tu peux pleurer parce que tu perds quelqu'un de proche. Deuxième impact, tu te dis, ok, c'est le moment ou jamais de faire quelque chose, quoi. Et j'ai toujours été passionné par le fonctionnement humain, c'est-à-dire comment les gens interagissent, comment on comprend les choses, comment on évolue. Et déjà, je me souviens quand j'étais veto, j'étais passionné aussi d'éthologie, tu vois, du comportement des animaux. Donc, partant de ce moment-là, ça a été vraiment le signal de, OK, on va se focaliser sur le comportement humain. Et comme je suis une espèce de boulimique de connaissances, j'ai commencé à me former. Alors, dans des écoles, hein, je me suis formé, dans des académies, et puis je me suis formé beaucoup tout seul. J'adore bouquiner, j'adore vraiment apprendre. Donc, on est passé par l'énéagramme, l'approche ESCOM, l'hypnose, l'analyse transactionnelle, les thérapies cognitives comportementales, même des trucs un peu plus exotiques parfois.
Et j'ai eu la chance d'ouvrir un cabinet assez rapidement. Et sur ce cabinet-là, bah, pareil, j'avais beaucoup de personnes qui venaient avec des problématiques liées à la confiance en elles et notamment au travail et à des processus de pré-burnout, burn-in. Et puis progressivement, j'ai travaillé avec des dirigeants d'entreprise qui étaient tous à la limite aussi. Et c'est comme ça qu'on a vraiment recentré l'activité là-dessus. Et tu as ouvert ton cabinet en quelle année? Parce que ça fait un petit moment que tu fais ça, il me semble. 2013, je crois, ouais. Ouais, ça fait un petit 2013, moment. je crois que j'avais mon premier cabinet dans le 17e à Paris. J'en avais ouvert un deuxième quelques années plus tard dans le premier. Et puis, tu vois, progressivement, j'ai quitté le métier de vétérinaire au bout d'un an ou deux parce que je pouvais plus faire les deux, quoi. Et Ouais. vétérinaire et accompagnant, c'était compliqué. Oui. Je sais pas si tu as entendu, mais il y a le voisin qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire des travaux aujourd'hui. Eh ben non, écoute, j'entends pas. Donc, Magnifique. tant mieux. Tant mieux. Donc toi, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton propre burn-out avant qu'on commence à évoluer sur le sujet du burn-out vu de l'extérieur? Un truc très classique, tu accumules du stress pendant une période de temps assez longue. Alors moi, le stress, c'est l'histoire de ma vie, hein. Je sais de par mon éducation. Et puis, à un moment donné, on t'en demande toujours plus, t'en fais plus. Tu as l'impression qu'à un moment donné, tu sais plus si on t'en demande plus ou si c'est toi qui te mets la barre très haute. Et à un moment donné, il y a une goutte d'eau qui fait que tu n'arrives plus à te lever le matin. Il y a des réveils qui sonnent, mais tu les entends pas. Ton corps ne répond plus. Et là, ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne pas. Alors, c'est quand tu es jeune et que ça t'arrive, tu vois, moi j'avais moins de 30 ans. Ouais, tu t'inquiètes vraiment au niveau physiologique. Même, je me suis dit, ça y est, je suis condamné, quoi. Bah, surtout qu'en plus... Oui, vas-y, pardon. Vas-y. Non, j'allais dire, pour faire des études de vétérinaire, c'est quand même des études assez longues. Donc, ça veut dire qu'entre la fin de tes études et ta vie professionnelle, il s'est pas non plus écoulé beaucoup d'années, parce que tu es jeune quand même. Ouais, merci. Mais déjà pendant les études, si tu veux, j'avais fait une alerte. Je me souviens, c'était en deuxième année de médecine véto, la veille d'un examen. Ouah, j'étais passé vraiment pas loin. Tu vois, aujourd'hui, rétrospectivement, en connaissant un petit peu plus ce sujet-là, je me rends compte de ce par quoi je suis passé. Et oui, tu vois, rapidement, après un an ou deux de pratique, j'ai chuté, Ouais. quoi. Ah ouais, c'était assez rapide quand même, hein. C'est une infection qui touche énormément les vétos. Tu vois, on a la carte postale du vétérinaire qui s'occupe des petits chiots et des petits chiens ou dans les zoos, etc. C'est un métier super sinistré, véto. C'est un métier super sinistré avec des taux d'alcoolisme et de suicide très forts et de burn-out aussi très très costaud. Bah, ça m'étonne pas parce que, enfin, moi personnellement, quand j'emmène mes animaux chez le vétérinaire, tu les vois toujours qui courent dans tous les sens, et puis les gens qui n'ont pas forcément la reconnaissance, il faut s'occuper de leur animal vite, tout de suite, maintenant. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de pression. C'est un milieu, et puis, comme tu dis, pas reconnu parce que peut-être parce que vous travaillez avec des animaux et que c'est pas comme les médecins ou les infirmières où on entend beaucoup parler, parce que forcément c'est humain à humain. Mais c'est vrai que ouais, vétérinaire, moi j'ai aussi cette image-là quand j'y vais. J'ai l'impression que ouais, c'est assez difficile pour eux de gérer Ouais. tous ces aspects-là, Et quoi. puis tu as aussi un aspect financier qui rentre énormément en ligne de compte. Tu vois, on pense toujours que le vétérinaire c'est le notable du village. C'est pas vrai du tout. En fait, ce n'est plus vrai. Quand tu vas chez le vétérinaire et que tu te dis, mon Dieu, je me suis fait saigner, il faut savoir que le véto a payé son appareil de radio, son scanner, son matériel, que le médecin ne fait pas, si tu veux. Oui, Tu vois que là, clairement, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, on ne peut pas tout faire. Donc, avoir une clinique rentable, c'est ultra compliqué. Moi, je connais beaucoup de vétérinaires qui triment comme des dingues et qui gagnent 1500 euros par mois, d'accord. Ah ouais, en trimant comme des fous. ouais, comme tu dis, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, on n'a pas cette impression-là, mais bon, bah, au Non, moins. c'est parmi les professions médicales les plus sinistrées. Tu vois, je pense que j'avais vu regarder à un moment donné le classement des salaires et des revenus. On est les avant-derniers, je crois, juste avant les aides-soignants. Ah oui, d'accord, ok. Ah bah, j'avais pas l'impression. Bah, en tout cas, si ça peut aider à faire prendre conscience, voilà, au moins on aura Faut fait. pas faire ce métier. Ah, mais On le c'est fait un pas beau. pour l'argent, Ouais, c'est un beau on le fait par métier. plaisir, on le fait parce qu'on aime ça, mais c'est vrai que comme tu disais très bien, tu sais, à un moment donné, quand tu fais tout ce qu'il faut pour un animal, que le client t'a dit, ben non, je suis allé sur Google et vous n'avez pas raison, on va pas utiliser un Mm. antibiotique, on va utiliser de l'huile essentielle et qui te met un mauvais avis sur Google, tu te dis, bon, Ouais, pourquoi je c'est fais ça, compliqué, quoi? quoi. Ouais, perte de sens. Mm. L'une des causes du burn-out. Exact. Donc toi qui as vécu aussi le burn-out d'un point de vue extérieur, selon toi, quels sont à quels signes on doit prêter attention
lorsqu'on voit un proche qui commence un petit peu à être sur la corde raide, enfin les premiers signes de stress qui sont importants, enfin, je pense que toi, dans ton contexte, vous avez pu parler ensemble, mais c'est vrai que moi, dans mon entreprise, je me voyais pas du tout aller me confier à quelqu'un, et avant que quelqu'un se dise oh là mais elle a peut-être quelque chose qui va pas, il s'est passé un certain temps en fait. Peut-être parce que je Bien le sûr. cachais, sûrement parce que je le cachais, mais donc selon toi, à quoi un collègue ou un manager pourrait faire attention en particulier pour essayer de déceler les premiers signes du burn-out? Et c'est une question qui est essentielle et qui est, on va dire, assez facile à répondre parce qu'il y a des symptômes qui sont assez évidents. Je vais donner ces symptômes et je vais aller un petit peu plus loin dans la réponse en me disant maintenant comment on fait pour aider véritablement quelqu'un quand on voit ces symptômes. Les symptômes, c'est simple. Tu vois une personne qui commence à avoir des troubles cognitifs. Tu sais, il a des pertes de mémoire, il a des absences, ou qui peut avoir des sautes d'humeur, qui commence à devenir très cynique, qui commence à devenir un petit peu agressive, euh, qui te répète certains mots, ça me gonfle, je suis fatigué, j'en ai marre, etc., etc. Quand ça devient un petit peu trop répétitif, tu te dis, ok, celle-là est peut-être en train de glisser. Quelqu'un qui te donne des phrases du style vivement ce soir que je me couche, ou qui se désocialise aussi. La désocialisation, personne n'en parle, mais c'est hyper important. Je n'ai plus le temps de voir mes potes, je vais resserrer le peu d'énergie que j'ai sur ma famille, sur peut-être un mois et aller me coucher. Euh, Ça, tu vas le voir arriver. Mais maintenant, comment tu vas aider une personne à prendre conscience de ça? C'est super compliqué ça. Autant voir les signes, c'est facile, autant aider une personne à lui dire hey Coco, là il faut vraiment que tu t'arrêtes. C'est plus compliqué parce qu'il faut une proximité dans la relation. Et effectivement, moi j'avais la chance d'avoir cette amie avec qui j'avais cette proximité. Parfois, tu n'as pas cette proximité-là avec des collègues. Les RH sont de mieux en mieux formés quand même, attention. Tu vois, moi je vois en travaillant beaucoup en entreprise, les RH sont de mieux en mieux formés, mais est-ce que les RH aussi vont avoir, entre guillemets, le cran d'aller voir la personne et lui sonner le glas et dire attends, c'est pour ton bien que là, je t'invite vraiment à t'arrêter, prendre du recul, etc. C'est compliqué. On appelle ça faire des ruptures de schéma, des ruptures de pattern en fait. Parce que la personne qui est en burn-out, c'est la dernière à le savoir. Oui. C'est la dernière à le savoir. Elle est tellement enfermée dans une bulle que s'il n'y a pas quelqu'un qui parfois la secoue un petit peu pour lui dire là, je t'ordonne de me rendre ton ordinateur et de rentrer chez toi, tu vois, à ce point-là, Oui, oui. ça va être compliqué pour elle de s'arrêter. J'ai vu un cas comme ça, la semaine dernière, j'intervenais dans un syndicat d'experts comptables et il y a une personne qui a expliqué ça, qui a dit, ben moi j'ai une collaboratrice, je lui ai vraiment confisqué son ordinateur. Je lui ai confisqué son ordinateur, je lui ai interdit de partir à plus de 18 heures du boulot, etc., etc., quoi. Et heureusement qu'elle avait, j'allais dire, cette autorité bienveillante pour pouvoir le faire. C'est des mots importants, hein. Autorité, bienveillance, c'est pas contradictoire. Oui, non mais on est d'accord, on est d'accord. Bah, c'est vrai que ouais, quand on est en burn-out, moi je me rappelle, enfin, je pense que effectivement, même si moi mes collègues m'avaient dit bah non, détends-toi, machin, en fait moi je l'avais pris mal parce que je me disais bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, je fais mal mon boulot, pourquoi tu me dis de rentrer chez moi? Donc c'est vrai que je pense ouais qu'en tant que personne extérieure, c'est dur. Effectivement, comme tu disais, de sensibiliser, de dire, enfin même moi quand je suis allée voir une psychologue et qu'elle m'a dit madame, il faut vous arrêter, là vous êtes en plein burn-out, je dis mais non. Non, 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 je vais continuer, pas moi. Et j'ai encore attendu, tu vois, 3 mois, quoi. Jusqu'à ce que vraiment, je puisse plus, quoi. Donc c'est vrai que quand les personnes ont le pouvoir bienveillant, comme tu dis, sur toi, pour dire, allez, stop, maintenant, bah ouais, il faut s'en servir à bon escient, quoi. Enfin, c'est important de s'en servir à bon escient. Et du coup, est-ce qu'il y aurait un moyen de faire de la sensibilisation, pardon, autour du burn-out, pour que les employeurs et les collaborateurs soient plus compréhensifs, parce que c'est vrai que parfois on a l'impression que oui, il y a une vraie incompréhension en fait de ce phénomène, et donc comment on pourrait sensibiliser un peu le monde du travail tout simplement, ou l'univers dans lequel on évolue au burn-out et à ses risques? C'est pareil, c'est une question qui est top. Il y a, il y a deux choses en fait. Je vais être un petit peu cynique, mais tu sais, souvent on se dit voilà,
on va essayer de poser les dirigeants et les collaborateurs. Et on adore dire, mon dirigeant, c'est une entreprise qui m'a rendu au burn-out parce qu'ils sont trop ceci, ils sont trop cela. Bon. Parfois, c'est vrai, et je ne peux pas dire le contraire. Tu arrives parfois dans des boîtes où le climat social, il est infernal. Mais en étant un petit peu cynique, un dirigeant, ça ne l'arrange pas, comme ses collaborateurs partent en burn-out. Ah ben non, c'est clair. C'est clair. Il a tout intérêt justement à veiller au bien-être de ses collabs. Donc, moi je vois beaucoup d'entreprises qui travaillent énormément justement à l'écoute, au bien-être et à la sensibilisation. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans les boîtes. Il y a aujourd'hui je pense à un club de dirigeants qui s'appelle l'Association pour le progrès du management. Alors effectivement, quand j'arrive et je parle du burn-out, parfois il y a des idées préconçues et tu dis waouh, va falloir déconstruire un petit peu tout ça. Non, c'est pas un truc de fainéant, non, c'est pas un truc. Mais tu vois, ça se fait. Ils sont demandeurs, ils sont à l'écoute et ils sont pas du tout bornés dans une idée préconçue de le burn-out, c'est vraiment le truc des fainéants. Il y a une vraie envie, en tout cas. En plus, tu vois, ça a explosé les burn-out ces dernières années, depuis le Covid encore plus. Donc, il y a une vraie envie. Allez, on va être humain. Il y a une vraie envie d'avoir des relations humaines avec ses collaborateurs qui soient très bonnes. Et on va être cynique. On a très envie aussi que ses collaborateurs soient en forme parce que c'est l'entreprise aussi qui va être en forme. Donc, ça se fait, ça se diffuse. Tu vois, avec ce que tu fais, avec ce que je fais sur Internet, on diffuse au maximum cette parole aussi. Et je pense que, plus on sera, moins il y aura cette cochonnerie, quoi. C'est ce qu'on va essayer, en tout cas, ce qu'on va essayer de faire. Et au niveau du retour au travail, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux collaborateurs qui sont restés sur place pour réaccueillir quelqu'un qui a fait le choix de retourner dans la même entreprise, au même poste, suite à son burn-out? Puisque ça doit quand même exister. Je sais pas. Enfin, oui, d'ailleurs, je pense que ça doit être il me semble que c'est la majorité des cas, non? Des gens qui retournent. Oui, enfin, qui retournent au même endroit, au même poste, avec les mêmes collègues, etc. Et d'habitude, tu sais, c'est pas cette question qu'on me pose, c'est comment on donne des conseils pour une personne qui va retourner au burn-out. Et j'aime beaucoup, en fait, ce que tu m'as posé comme question, qui est, non, quel conseil tu vas donner aux collègues qui vont récupérer une personne qui a été en burn-out? C'est toujours compliqué de donner un conseil. Tu vois, quand tu fais du coaching, je crois que la leçon numéro 1 du coaching, c'est il n'y a pas de conseil. Les conseils n'existent pas. Parce que quand je donne un conseil à quelqu'un, ça veut dire une chose, ça veut dire que je sais mieux que lui. Et donc, on ne va pas donner de conseil. Moi, je pense surtout, au-delà du conseil, c'est ce qu'il faut, il faut encore une fois sensibiliser au maximum les gens à ce que c'est que le burn-out. Non, c'est pas un truc de fainéant. Non, la personne à côté de toi qui vient de rentrer, qui vient de revenir, elle n'a pas fait un arrêt de complaisance. Non, la personne à côté de toi, il suffit pas juste qu'elle respire un grand coup et que ça aille mieux. Tu vois, c'est une personne qui reste fragile. Je pense que au-delà du conseil, c'est continuer l'apprentissage de ce qu'est le burn-out et la sensibilisation de ce qu'est le burn-out. La patience, la communication et la vigilance. Vigilance parce que ton collègue, il peut à un moment donné reflancher. Et là, si tu as justement cette autorité bienveillante envers lui, tu seras peut-être, toi, le signal d'alarme qui dira à ton collègue, ok, tu vois, là, je pense que tu es en train de reglisser, donc respire, et puis viens, on va discuter. Très bien. Et en termes de communication à la maison, parce que comme tu l'as dit au début, c'est aussi les proches, la famille qui sont impactés et qui se sentent aussi très souvent impuissants face à ce qui nous arrive, et ils savent plus quoi faire. Enfin, moi, je me rappelle, mon mari, il savait plus quoi faire, quoi. Il était vraiment démuni. Il me voyait tous les soirs rentrer à la maison en pleurant. Et ça va ta journée? Non. Donc, il savait plus, quoi. La moindre parole qu'il me disait. Puis moi, je voyais aussi qu'il était pas bien. Donc forcément, c'était un peu à la maison, c'est un peu le cercle vicieux. Enfin, pas volontaire, quoi, mais. Et c'est un moment très critique pour les couples et pour les familles, le burn-out. Parce que, comme tu dis, il n'y a plus les mêmes communications qu'avant, il n'y a plus les mêmes relations qu'avant, il n'y a plus la même intimité qu'avant. On peut pas, on est explosé. Hein. Donc, dire faire du sport, oublie. Donc, faire du sport dans la chambre, laisse tomber aussi. Donc, la première chose que je dirais aux personnes, en tout cas, qui sont proches d'une personne en burn-out, c'est de se décentrer un petit peu d'elle-même pendant un petit moment. Ce que je veux dire par là, c'est fous-toi la paix 2 minutes et fous la paix à ta femme 2 minutes ou à ton mari. Il traverse un truc qui est pas évident. Tu vas en subir les conséquences, mais t'es solide, quoi.
t'es solide, ça va bouger pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais t'inquiète pas, ça reviendra, vous allez communiquer, ça va reprendre, mais laisse-lui le temps de souffler, décentre-toi. T'es pas un bébé, t'es pas un gamin qui a besoin de sa maman ou de son papa, ça va aller. Reprends-toi aussi un petit peu ton égoïsme salutaire, recentre-toi un petit peu sur toi, et c'est une façon de travailler aussi ta codépendance à l'autre, à ton mari ou à ta femme. Eh ben oui, pendant un moment donné, elle est pas là, c'est peut-être toi qui vas gérer un petit peu plus les gosses, c'est peut-être toi qui vas faire les courses. Respire, ça ira bien, ça ira bien. Donc, en gros, c'est ce que tu dirais à quelqu'un, un proche, voilà, pour qu'il continue à prendre soin de sa santé mentale, lui, pour pouvoir C'est aider. évident. Ouais, tu sais, parce il y a malheureusement, alors ça pareil, dans les dynamiques de couple, on pourrait en parler pendant des heures, c'est toujours très passionnant, mais il y a souvent dans les dynamiques de couple le besoin, plein de besoins qui sont nourris de par ce que l'autre va t'apporter. Bah, c'est un petit peu comme si tu te retrouves célibataire pendant un moment, quoi. Et au début, ça va te faire bizarre, tu vas sentir un vide, mais t'es pas célibataire, l'autre est toujours là, c'est juste que l'autre, pour l'instant, il peut pas répondre présent. Mm. Donc, tu ne peux pas attendre de lui des choses qu'il ne peut pas te donner. Sois patient, recentre-toi sur soi et toi. C'est le moment de travailler ta codépendance à lui et ça va être très cool. Très bien. Donc, dernière petite question. Est-ce que toi, tu aurais des ressources à partager pour aider les gens en particulier? Des choses qui ont changé ta vie, des choses qui t'ont aidé, des petits coups de cœur, que ce soit livres, des films, un peu culture. Qu'est-ce que tu pourrais nous... Ah, Qu'est-ce que tu ah, pourrais nous offrir? ah. Parce que moi, j'adore les... Bah voilà, j'ai compris que tu aimais les livres, lire, tout ça. Donc, tu avais l'air d'être quelqu'un qui Ouais, a un j'adore. grand horizon culturel. Donc, si tu as des choses à nous partager, n'hésite pas. J'adore. Plein de trucs. Alors, au niveau bouquin, je pense que le bouquin qui a été pour moi le premier électrochoc, c'est un roman qui s'appelle Le Messie récalcitrant. C'est Richard Bach, l'auteur. C'est lui qui a écrit Jonathan Le Goéland. C'est un livre assez formidable qui t'explique que bah non, t'es pas obligé d'accueillir toutes les charges qu'on te met sur le dos. C'est l'histoire de quelqu'un qui, on va dire, t'es un messie, il fait bah, je fais ce que je veux, quoi, en fait. Hein. Mm. C'est assez intéressant pour tous les burn-outés qui toujours prennent l'étendard et vont combattre et sont les premiers de la classe et ceci et cela. Ça remet un petit peu les choses en place. L'autre ressource et d'ailleurs j'apprécie beaucoup, Fabrice, il nous regarde, je lui fais un grand coucou. Le livre de Fabrice Midal, il est assez chouette là-dessus. Foutez-vous la paix. Mm. Tu vois, quand tu regardes les principes de ce que Fabrice explique, donc foutez-vous la paix, chaque personne qui fait un burn-out devrait lire ce livre, je pense, parce qu'il y a tout dedans. Il y a vraiment tout. Il y a tout pour résoudre la partie psy. Maintenant, le burn-out, si tu ne l'attaques que par la partie psy, à mon sens, il va te manquer une chose. Ça peut être intéressant d'aller regarder aussi des éléments sur l'efficience personnelle et professionnelle. Si tu vas mieux au côté psy, mais que tu retournes au boulot et que tu sais toujours pas gérer tes priorités, il y a un moment donné, tu vas rechuter. Ouais. Les livres sur les interactions sociales, tu vois, par exemple, des bouquins sur la systémique, ça peut être intéressant. Des livres sur la communication à soi et la communication aux autres, ça peut être intéressant. Moi, je me passionne pour ce genre de livre, tu sais, sur communication non violente. Oui. Thomas Dansembourg, par exemple, qui est un super auteur sur ce sujet-là. Bon, voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à regarder, mais à appliquer surtout. Oui. Parce que, tu vois, les burn-outés sont des gens qui ont déjà des gros cerveaux. Moi, je m'en fiche qu'ils aient des cerveaux encore plus gros en accumulant des livres. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils sachent faire, quoi. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Parce que oui, Donc, savoir, c'est bien, mais agir, c'est mieux. ah oui, première fois qu'ils vont s'essayer à la communication non violente, ils n'y arriveront pas. C'est pas grave. Ça s'appelle essayer, apprendre, faire mieux à chaque fois. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des... Parce que j'ai vu que tu avais lancé une formation, donc pour un accompagnement pour burn-outé. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, c'est bien pour les gens stressés, burn-outés. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, rapidement, si tu veux, Ouais. c'est vraiment. Alors, c'est marrant parce que c'est pas une formation. Moi, je vois vraiment ça comme une transformation. On est sur un format hybride entre un coaching et vraiment apprentissage d'outils, où on va mettre vraiment dans les bras de la personne qu'on va accompagner toute la séquence qui, à mon sens, est essentielle pour non pas quitter le burn-out, parce que ça, tout le monde va quitter le burn-out et ça, c'est assez facile de faire. Mais surtout, nous, notre promesse, elle est sur ne jamais rechuter. Donc, on est sur un accompagnement où on apprend aux gens à arrêter leur cerveau,
arrêter d'anticiper, arrêter de ressasser, gérer leurs émotions, gérer leur stress, dégager ce qu'on appelle les drivers, c'est-à-dire les injonctions de l'enfance de si t'es pas parfait, t'es nul, il faut que tu fasses plaisir aux autres avant de penser à toi, etc., etc. On va faire un reset un petit peu de tout ça et derrière, justement, on va leur apprendre à se centrer sur eux, rééquilibrer leur vie pro, perso, mais pas que, pro, perso, social, couple et familial. On dit rééquilibre pro et perso, souvent ça veut rien dire. Et on va mettre ça de manière un peu comme un ingénieur. Hein, tu vois, on va essayer de mesurer, on va mettre des KPI pour tout ça et pas que juste ça soit fait au doigt mouillé. Et ça va aller jusqu'à un bilan d'appétence, quoi. Tu vois, est-ce que je suis vraiment bien dans mon métier ou est-ce que j'essaie de faire rentrer un rond dans un carré? Ouais. Moi, mon job, c'est vraiment de faire en sorte que les gens ne rechutent pas dans le burn-out. Et donc, souvent, nous, on accompagne très peu les primo-burnoutés, j'allais dire, parce que souvent, ils vont vers des solutions habituelles, psy, thérapeute, etc. On va plus vers les gens qui ont déjà fait une rechute et qui se disent, bon, attends, là, il manque un truc. Ouais, j'ai loupé quelque chose. Ouais, et vraiment, nous, on dit, voilà, vous sortez de chez nous et vous serez costaud, quoi, véritablement. Et quand je dis être costaud, c'est pas être un bloc, c'est être capable d'assurer vos émotions, de dire, là, ça va pas, mais de l'assumer et pas de se cacher. Tout à fait. Très bien. Un petit mot de la fin? J'ai été super content, moi, en tout cas, de faire cette interview. Écoute, moi aussi, un plaisir. Voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses avec Théo. Donc, je le remercie encore une fois d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Je vous mets le lien vers le site de Théo en barre d'infos si vous regardez sur YouTube, ou vous pourrez aussi la retrouver sur mon blog www.yoga-renaissance.com. Je mettrai tous les liens et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez retrouver Théo sur son site et sur ses différents réseaux sociaux. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur la gestion du stress, j'ai mis au point spécialement pour vous un e-book qui vous explique et qui vous donne des méthodes pour mieux gérer votre stress en seulement 15 minutes par jour. Pareil, je vous mets le lien en description juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!